La nuit à Makoshi était profonde et humide. Mais c'est justement ce genre de nuit qui donne parfois naissance à des histoires que l'on raconte plus tard à voix basse. Les lampadaires clignotaient, comme pour nous avertir quelque chose d'important allait se passer ici cette nuit. Un brouillard froid rampait près du sol, enveloppant les vieux bâtiments, et la ville semblait vivante. À fleur de peau, Umemiya Hajime marchait lentement, les mains dans les poches. Perdu dans ses pensées, il pensait à Fura, à la fatigue, au fait que, dans cette ville, il n'avait jamais rien trouvé qui puisse vraiment le toucher. Jusqu'à ce qu'il entende des cris. Pas des cris de panique, mais des cris de colère, des cris rauques. Les cris de ceux qui avaient l'habitude de prendre par la force. 5 voyous, et une fille, coincés entre un mur et leurs ombres. L'un d'eux posa sa main au-dessus de sa tête, se penchant si près d'elle qu'on aurait dit qu'il avait déjà gagné. L'atmosphère dans la ruelle devint pesante et menaçante. Mais la jeune fille n'avait pas l'air effrayée. Au contraire, elle se tenait si calmement, comme si c'était elle qui les avait menés dans un piège. Une veste en cuir, boutonnée sans soin, les mains dans les poches. Des cheveux noirs attachés en une queue de cheval désordonnée, des yeux sombres, froids, dangereux. Elle fixa l'agresseur comme si elle s'apprêtait à lui trancher la gorge. Le voyou n'eut pas le temps de finir sa phrase, tant son coup entre les jambes fut violent qu'Umemiya en ressentit lui-même une douleur fantôme. Le voyou se plia en deux, et elle lui saisit la tête pour lui asséner un coup de genou si violent qu'il perdit connaissance sur le champ. Le deuxième voyou s'est encastré de plein fouet dans le mur et a lui aussi été mis hors de combat. Les 3 autres se sont figés sur place. L'un d'eux a sorti un couteau. La jeune fille a légèrement penché la tête et a souri, comme si tout cela l'amusait. Umemiya comprit 2 choses à la fois. Premièrement, cet inconnu n'avait pas besoin de son aide. Deuxièmement, il n'avait jamais vu de toute sa vie quelqu'un d'aussi dangereux, et d'aussi beau. Quelque chose se serra brusquement dans sa poitrine chaud, vivant, inexplicable. Umemiya sortit de l'ombre, calmement, mais d'une manière qui fit immédiatement pâlir les 3 voyous. Un seul regard suffit. Ils attrapèrent leur compagnon et, trébuchant, disparurent dans l'obscurité en criant son nom. « Tu es forte », dit Umemiya avec un sourire chaleureux, en s'efforçant de ne pas paraître trop impressionnée. « Je sais », répondit-elle d'un ton indifférent, sans même prendre la peine d'écarter la mèche de cheveux qui lui tombait sur la joue. Il lui parlait doucement, presque avec précaution avec elle. Mieux valait ne pas prendre de risques. La jeune fille leva les yeux vers lui, d'un regard bref et perçant, comme une lame. Elle l'évalua. Elle tira ses conclusions. « Oui, je vais bien, merci. Ravi de vous avoir aidé. Je m'appelle Umemiya Hajime. J'aimerais. Ce n'est pas la peine. » Elle passa devant lui comme s'il faisait partie du décor. Près de la sortie de la ruelle se trouvait une moto, sombre, imposante, avec des rayures qui ressemblaient à des cicatrices de guerre. Elle lui allait aussi bien que cette nuit. L'inconnu enfila son casque, s'assit et démarra le moteur. Le rugissement du moteur déchira le silence comme un défi. Et, Umemiya fit un pas en avant. « Comment tu t'appelles » Elle tourna la tête l'espace d'une seconde. Mais cela suffit pour qu'il garde en mémoire son regard. « Kimi » Puis elle s'éloigna en voiture. Umemiya resta longtemps immobile, le regard fixé sur le vide de la ruelle où son ombre venait de disparaître. Quelque chose remuait étrangement dans sa poitrine. Ni la peur, ni l'adrénaline. Quelque chose d'autre. Plus chaleureux, dangereux, indépendant, incroyable. Elle est tellement belle, murmura-t-il en souriant tout seul. Kimi fonça sans se retourner. Le vent, frais et vivifiant, lui fouettait le casque, et ses pensées s'embrouillaient. Maman va être en colère. J'avais promis d'être à l'heure. Et qui est ce type? Il a l'air louche. Elle se souvint de son regard. Calme, chaleureux, mais derrière c'est force. Le genre de force que l'on devine instinctivement. Une force intense. Vraiment intense. Ce n'était pas pour rien que ces types s'étaient enfuis comme des chiens errants devant un loup. Un sourire à peine perceptible se dessina sur ses lèvres. Dangereux, presque prédateur. Le lendemain matin, Makoshi accueillit Umemiya sous un soleil radieux. Il avait appris qu'un des locaux rénovés allait accueillir une école d'autodéfense pour filles et femmes. Il tenait dans ses mains un petit pot de fleurs contenant des semis, un cadeau emblématique offert par le jardinier en chef de Fura. Alors qu'Umemiya s'approchait du bâtiment, il entendit des bruits secs et rythmés de coups. Boum boum, boum boum. Seuls les professionnels frappent ainsi. Il ouvrit la porte et s'immobilisa sur le seuil. Au milieu du hall, où étaient suspendus des sacs de frappe, son connaissance de la veille s'entraînait. Kimi portait un short de sport et un haut court, les cheveux tirés en un chignon serré, les mains enveloppées de bandages de boxe. Elle enchaînait une série de coups de pied sur les makiwara tenus par un homme imposant, aux mains balafrées et à la barbe fournie. Encore 10 fois. Kimi, plus fort, tonna-t-il. D'accord, papa, souffla-t-il en donnant un autre coup de pied puissant. Umemiya retint son souffle sans le vouloir. Papa, lui traversa l'esprit. C'est donc de là que viennent son sang-froid et sa technique. Hajime décida de ne pas interrompre l'entraînement et resta dans l'ombre près de l'entrée, surprenant par hasard leur conversation lorsqu'ils firent une petite pause pour boire. Ce n'est pas ma faute si ça s'est passé comme ça hier, dit Kimi en s'essuyant la sueur avec une serviette. Sa voix était aussi calme qu'hier. Le père géant poussa un profond soupir et posa son immense main sur son épaule. Tu attires les ennuis comme un aimant. Kimi,
C'est justement pour ça que je t'ai appris à frapper la première. Il rit, se remémorant un souvenir personnel. Et ce sourire fit étrangement ressembler son visage à celui de Kimi. Umenia se tenait adossée au cadre de la porte. Et son sourire s'élargissait de plus en plus. Une école pour garçons, serait-elle la sœur de quelqu'un de Furin, se demanda-t-il. Ça expliquerait bien des choses. Tout aussi têtue et forte. Et le père, un hâte de Muay Thai. Maintenant, tout s'explique. Umenia s'avança dans la lumière. Belle posture, s'exclama-t-il à voix haute. J'espère que les invités ne te dérangent pas, j'ai apporté quelque chose pour ta nouvelle école. Kimi se retourna, ses yeux s'écarquillèrent légèrement lorsqu'elle reconnut celui qui avait tenté de la sauver la veille. Le père de Kimi, maître Takeo, accepta le pot de fleurs contenant des semis. Mais son regard resta aussi tranchant que la lame d'un katana. Il ne regardait pas Hajime comme un chef de quartier, mais comme un énième loup tournant autour de sa fille. Pendant que maître Takeo s'éloignait pour poser la marmite, Umenia s'approcha de Kimi. Elle était en train de défaire ses bandages. Tu as l'air encore plus grave aujourd'hui qu'hier, remarqua-t-il. La conversation se déroula sans heurts, elle lui adressa même quelques brefs sourires en réponse à ses plaisanteries. Mais Hajime sentait physiquement que, est une ligne invisible qu'elle avait tracée entre eux. Elle ne le laissait pas s'approcher plus que ne le permettait le bon ton. Chacun de ses gestes trahissait une légère tension, comme si elle s'attendait à tout moment à ce qu'un homme tente quelque chose de sournois. Mon père n'aime pas les voyous, lança Kimi en déballant ses bandages. Surtout si ce type est du genre à faire fuir les gens la queue entre les jambes. Umenia rit doucement. Je le comprends. Si j'étais le père d'une telle beauté, je n'aimerais pas non plus ce genre de type. On a emménagé ici il y a un mois, répondit-elle en pliant soigneusement les bandages. Je suis ici depuis un peu plus longtemps, je vivais chez ma tante avec mon cousin. Et mes parents viennent tout juste d'emménager ici. Ah, Umenia acquiesça. C'est pour ça que je ne t'avais pas vu. Tant mieux, murmura-t-elle. Maître Takeo s'approcha d'eux. Il s'essuya les mains avec une serviette et regarda sa fille. Puis Umenia longuement, attentivement, avec ce regard parental que rien d'autre ne peut remplacer. C'est donc toi, dit-il. Celui devant qui les voyous se sont enfuis comme devant un incendie. Ma fille dit que t'es louche. Hajime. Kimi a failli s'étouffer. Papa, j'ai jamais dit ça, a-t-il calmement interrompu. Et je suis d'accord avec elle. T'es louche. Umenia ne s'est pas vexée. Au contraire, a-t-il dit en souriant encore plus largement. Peut-être. Mais je ne représente aucun danger pour elle. Comme tous les habitants de Bofura, nous protégeons cette ville et ses habitants. C'est ce qu'on va voir. Grommela Takeo. Parce que je n'aime pas que des types que je ne connais pas traînent avec ma fille. Et toi? Je ne te connais pas. Bon, Hajime, dit Takeo d'une voix aussi dure que du béton. J'ai encore beaucoup de travail. Et je ne garde pas de monde en trop dans le couloir. Umenia acquiesça. Je comprends. Je ne te gênerai pas. Kimi leva les yeux au ciel. Papa, je vais vraiment être en retard au travail. Kimi attrapa son sac à dos, embrassa son père sur la joue et courut vers la sortie, lançant un bref au revoir au chef des Bofurins. Umenia lui sourit, puis s'inclina poliment devant maître Takeo. Bonne journée, Sensei. Je t'avais bien dit que tu étais louche, lui rappela l'homme. Umenia sortit et vit Kimi se précipiter dans la maison voisine. Sous le porche, la mère de Kimi, une belle femme, était assise, elle lisait un livre tout en sirotant une boisson chaude. Umenia lui sourit et lui fit un signe de la main. Et elle lui rendit son salut. Dans la cuisine du restaurant, le rock old school résonnait à plein volume. Kimi parcourait mentalement les routes américaines au son de Motorhead, tandis que ses mains s'affairaient déjà à préparer la commande suivante. Les élèves de Furin occupaient toutes les tables. Les serveurs n'arrivaient pas à suivre, et la cuisine enchaînait les plats les uns après les autres. Au son de Highway to Hell, le rythme de travail s'accéléra encore davantage. Kimi surveillait attentivement les steaks hachés, les côtes et les saucisses sur le grill. À la 10e chanson, la plupart des commandes étaient prêtes. Elle essuya rapidement l'huile sur toutes les surfaces et s'apprêtait à prendre un café. L'ambiance de travail dans la cuisine s'est envolée dès qu'une serveuse, une jeune fille menue, s'est effondrée sur le sol. Elle avait été bousculée par un homme imposant. Par un heureux hasard, le chef venait justement de sortir fumer une cigarette, comme à son habitude, toutes les 30 minutes, avec une régularité d'horloge. Mais qu'est-ce que tu fais, bon sang? Kimi releva la jeune fille effrayée qui était tombée par terre. Elle tenait à peine debout, les jambes tremblantes de peur. Où est ma commande, petite? Aboya l'homme. Kimi comprit immédiatement, ça ne se terminerait pas dans le calme. Il n'était pas venu pour manger, il était venu passer sa colère sur les filles. Sors de la cuisine, espèce d'imbécile, hurla Kimi si fort que l'homme sursauta. Elle le poussa violemment vers la sortie. Les portes s'ouvraient des deux côtés, légères et non fixées à elle. Parfaite pour mettre quelqu'un dehors. Sors de la cuisine. Si ta commande n'est pas encore prête, va voir le gérant et règle ça avec lui, dit-elle. Espèce de petit. L'homme donna un coup de poing si violent que l'air siffla. Kimi bondit aussitôt derrière la porte et s'en servit comme d'un bouclier, s'y appuyant de tout son poids. Un bruit sourd retentit dans elle. Quelqu'un venait de percuter une table. Et mec, calme-toi, lança une voix depuis le couloir. Comment elle est censée te préparer ton repas si tu agites les bras dans tous les sens ici? Le corps de l'agresseur dévala les escaliers.
2 types costauds sortirent pour l'escorter vers la sortie. Kimi jeta un coup d'œil prudent par derrière la porte, telle une chatte qui a fait des bêtises et qui vérifie si son maître est en colère. Merci, murmura-t-elle. Tous les sauveteurs portaient l'uniforme de Boffurin et la regardaient avec plus ou moins d'intérêt. Kimi, appela Kaji d'une voix inquiète depuis le fond du couloir. En l'apercevant, il se précipita vers elle. Pour lui, Kimi n'était pas seulement une cousine même si elle avait 3 ans de plus que lui. Elle avait toujours été la personne la plus proche de lui. Ça va? Il t'a frappé? Non, ça va, répondit Kimi en essayant de paraître calme, même si ses mains tremblaient encore. Kaji l'examina attentivement, comme le ferait un frère qui ne croit pas un ça va. Et c'est justement à ce moment-là qu'Umemia apparut dans l'embrasure de la porte. Il se figea en voyant Kimi aux côtés de Kaji, et son visage prit l'expression de quelqu'un qui vient d'assister à un rebondissement dans une série. Que se passe-t-il ici? Demanda-t-il en plissant les yeux d'un air soupçonneux. Kaji, qui ne percevait pas l'attention, fit un geste de la main. Oh, Umemia, voici ma cousine. Kimi. Cousine? Umemia haussa un sourcil. Alors c'est toi, le frère qui a honte de sa sœur? Il le dit d'un ton parfaitement calme, sans même scier. Quoi? Mais où as-tu bien pu entendre ça? Eh bien, Umemia croisa les bras, aussi calme qu'un python. Je l'ai entendu par hasard se plaindre à son père. C'était quand je suis venu les remercier d'avoir ouvert l'école d'autodéfense. Au fait, tu aurais pu demander de l'aide. Pour une cause aussi noble, la tension entre les garçons était telle que l'atmosphère en était devenue pesante. Kimi le sentait d'un moment à l'autre. Ils allaient en venir aux mains. Elle brisa brusquement le silence. Boffurin, les enfants, calmez-vous, grogna-t-elle, si bien que le sang bouillonnant dans les veines des garçons se refroidit un peu. Mais son attention fut aussitôt détournée par autre chose. Petite coquine. Kimi repéra le chef et se jeta sur lui avec une serviette. Le chef cligna des yeux, ne comprenant pas pourquoi on le frappait. Mais il encaissa le coup avec stoïcisme, sachant que Kimi ne faisait que se défouler. Tu es dehors en train de fumer. Kimi était hors d'elle, les yeux brillants de colère, alors qu'un type quelconque importunait ton personnel. Elle a pointé du doigt les serveurs. Et vous, vous avez perdu la tête. Le passage est bouché. Prenez ces assiettes et bougez-vous. Sortez de ma vue. Tous les 3 se sont fait claquer avec une serviette et se sont immédiatement empressés de vaquer à leurs occupations. Partons d'ici avant qu'elle ne nous frappe aussi, murmura Umemia, sincèrement impressionnée. Elle en est capable. Kaji l'attrapa par le coude et ils se retirèrent rapidement dans le couloir. Hajime n'a pas laissé Kaji retourner à sa table. C'est donc ta sœur? Parle-moi d'elle, a-t-il dit en tirant le garçon vers sa table. Sa poigne était si ferme que Kaji n'avait tout simplement pas le choix. Alors qu'il commençait à parler de sa sœur à Umemia, Kaji s'enfonça soudain dans des souvenirs qui lui faisaient encore mal. Il y a 3 mois, Kimi était arrivé à Makoshi, à peine vivante. La salle où leur père entraînait des boxeurs thaïlandais avait été détruite par un incendie. Le sensei était mort, ainsi que l'ami proche de Kimi. Elle semblait s'être repliée sur elle-même, elle ne voulait rien, mangeait à peine, ne parlait pas. Son seul contact avec le monde extérieur était une thérapeute qu'elle voyait 2 fois par semaine par visioconférence. Takeo Yamada n'a pas cédé, il savait que sa fille devait passer par là. Mais un jour, le fantôme qui n'avait pas quitté sa chambre depuis des semaines est apparu dans le couloir, vêtu d'un jean de motard et d'une veste en cuir. Papa m'a donné de l'argent pour l'essence. Allons faire un tour. Et profitant pour me faire visiter la ville. Et Kaji y est allé. Il ne pouvait pas ne pas y aller. Puis Kimi a trouvé un emploi grâce à sa moto. Comme maman lui avait interdit de lui donner de l'argent pour l'essence. Kimi a gagné elle-même son indépendance financière. Elle rapportait à la maison des hamburgers préparés selon sa propre recette. Et c'était la chose la plus délicieuse qu'il ait jamais mangée. Umemia écoutait en silence. Au début, il écoutait simplement par curiosité. Puis son regard changea, il devint plus grave, plus intense, voire, plus doux. Il était assis, les coudes posés sur la table, et ne coupa pas la parole une seule fois. Alors qu'il ne manquait d'habitude jamais une occasion d'intervenir. Ils restèrent assis jusqu'aux dernières, tandis que le personnel débarrassait les tables et que la musique dans la salle s'estompait pour devenir un fond sonore à peine perceptible. Kaji, le plus rusé des 2, comprit rapidement, ils allaient tous les 2 dans la même direction. Il partit avec sa sœur, laissant Umemia seule avec les pensées que ses paroles avaient suscitées. Tu ne sais pas rester tranquille. Kaji entra discrètement dans la maison. Ses parents dormaient déjà. Il regarda sa sœur avec cette inquiétude qu'il avait depuis longtemps appris à dissimuler derrière des blagues et des fanfaronnades. Mais qui, aujourd'hui, refaisait surface. Kimi était assise sur le bord du canapé, le regard fixé sur le sol, les épaules crispées, les doigts agrippés au tissu de son pantalon, la respiration saccadée. Ce type? Sa voix se brisa, à peine audible, presque enfantine. Il a tout raconté? Oui, répondit Kaji doucement en s'asseyant à côté d'elle. Ce type, c'est le chef des Boffurin. Et il m'a raconté les circonstances de votre rencontre. Kimi tressaillit, à peine perceptiblement, mais Kaji le vit. Désolé, murmura-t-il. Ça ne se reproduira plus, je ne te laisserai plus jamais seul. Même pas quelques minutes. Laisse tomber, murmura-t-elle. Je m'en serais sorti sans ce type.
Kimi, dit-il d'une voix plus douce que jamais. Dans la cuisine régnait un calme apaisant, baigné d'une douce lumière jaune. La lampe suspendue au-dessus de la table diffusait une lueur chaleureuse. Des cartons étaient posés sur la table, et l'odeur de la nourriture mettait involontairement l'eau à la bouche de Kaji. Assis face à face, il mangeait lentement et chaque bouchée semblait incroyablement délicieuse. Kimi leva les yeux et croisa son regard. « Quoi ?» demanda-t-elle doucement. Kaji esquissa un léger sourire, sentant une vague de chaleur envahir sa poitrine. « Je suis juste content que tu sois là, que tu ailles mieux, et que je puisse être le grand frère qui protège sa petite sœur. » Kimi baissa les yeux, mais un sourire discret et sincère se dessina sur ses lèvres. Un sourire qu'il n'avait pas vu depuis très longtemps. « Merci, Kaji, murmura-t-elle. J'en ai besoin moi aussi, répondit-il tout aussi doucement. Ils continuèrent à manger en silence, dans un silence chaleureux et apaisant. La journée de congé a commencé avec la liste de courses de maman. En s'arrêtant pour cocher ses achats, Kimi a senti que quelque chose n'allait pas. Un groupe de gars se tenait près du magasin, ils riaient, se disputaient, et avaient l'air bien trop normaux pour que cela soit rassurant. Kimi marchait dans la rue, serrant les sacs de courses si fort que ses doigts en devenaient blancs. L'air était frais, mais à chaque pas, elle avait de plus en plus de mal à respirer. Elle sentait sa poitrine se serrer. Le monde autour d'elle semblait se rétrécir. Kimi fit un pas en arrière et le monde se mit à tanguer violemment. L'air devint épais comme de la fumée. Les sacs glissèrent de ses doigts. Ses jambes ne lui obéissaient déjà plus. Elle vacilla et, à ce moment précis, une main parvint à la rattraper par le coude. Attention! La voix était celle d'un jeune homme, légèrement effrayé. Un deuxième type la rattrapa de l'autre côté. Cheveux clairs, lunettes, un bloc-notes dépassant d'une poche Nirei Aiko. On aurait dit qu'il s'était retrouvé par hasard au cœur d'un événement auquel il n'était absolument pas préparé. Elle est pâle, très pâle, marmonna Nirei en tournant une page de son bloc-notes. Pas le temps de prendre des notes, grommela un autre type en soulevant Kimi dans ses bras. Allons au poteau, c'est plus près. Kimi essaya de dire quelque chose, mais les mots s'embrouillaient dans sa tête. À l'intérieur du café poteau, ça sentait le café et le pain chaud. La lumière était douce, moins crue qu'à l'extérieur. Que s'était-il passé? Kotoa Tachibana s'est précipité hors du comptoir et a rapidement pris la mesure de la situation. Les garçons se tenaient là, perplexes et effrayés. « Viens par ici. » Kotoa s'accroupit à côté d'elle et posa doucement sa main sur l'épaule de Kimi. « Et, tu m'entends? Tout va bien. Tu es en sécurité. » Kimi cligna des yeux. L'air envahit ses poumons d'un seul coup. Elle inspira, encore et encore. « Peut-être de l'eau? Ou quelque chose de sucré ?» demanda Nirei d'un ton précipité, nerveux, mais sincère. « J'ai lu que ça aidait pour ce genre de problème. » Kotoa acquiesça brièvement et alla chercher du thé chaud. Suo resta immobile, veillant à maintenir l'équilibre de l'atmosphère. « Je me sens très mal à l'aise dans la foule en ce moment, surtout quand il s'agit d'une foule d'hommes. » Ces mots s'échappèrent de ses lèvres comme si elle craignait qu'ils ne soient mal interprétés. Ses doigts se mirent à trembler à nouveau. Kotoa acquiesça, non pas par compassion, mais par respect. « Tu n'as aucune obligation de te sentir à l'aise dans des situations qui te font peur. Tu es en sécurité ici, en ce moment. » Nirei s'est figé, comme s'il craignait de faire quelque chose d'inutile, et a baissé les yeux pour ne pas la mettre mal à l'aise par sa présence. Suo, Nirei, Sakura, reculez. Kotoa a pris les garçons à part et est revenu vers Kimi. Tu n'as rien à expliquer. Respire, c'est tout. Kimi a bu une gorgée de thé. Une chaleur s'est répandue en elle, et le monde a enfin cessé de tourner. C'est la première fois, murmura-t-elle. J'ai soudain eu tellement peur que je ne pouvais même plus bouger. Elle serrait son téléphone comme s'il s'agissait du dernier fil qui la reliait à la réalité. Maman, tu peux venir, s'il te plaît. La clochette de la porte du café tinta. Umemiya Hajime entra, avec ses cheveux blancs, son manteau vert foncé, un large sourire aux lèvres et une cicatrice au-dessus du sourcil. Il fit son entrée comme s'il avait apporté le soleil avec lui. Oh, Koto, commença-t-il. Mais il s'interrompit dès qu'il aperçut Kimi. Son sourire s'évanouit instantanément. Que s'est-il passé? Sa voix, d'ordinaire légère et enjouée, semblait désormais grave, presque inquiète. Kimi leva les yeux, s'efforçant de se ressaisir. C'est déjà fini. Umemiya s'approcha lentement et prudemment de peur de l'effrayer. Il tourna son regard vers Kotoa, puis vers Nirei, puis vers les sacs de course posés par terre. Elle s'est évanouie dans la rue, expliqua Kotoa. Les gars l'ont amenée ici. Umemiya acquiesça, sans quitter Kimi des yeux. Tu es en sécurité, dit-il doucement. On est là. La porte s'ouvrit à nouveau. La mère de Kimi se tenait sur le seuil, agitée, à bout de souffle, le regard effrayé. Elle se précipita immédiatement vers sa fille. Kimi, ma chérie, je suis là. Tout va bien. Tout va bien. Kimi essaya de se relever, mais ses jambes se dérobèrent sous elle. Elle commença à tomber. Et à ce moment précis, des mains puissantes la rattrapèrent délicatement, comme si elle ne pesait pas plus lourd que l'air. Umemiya la tenait avec douceur mais fermeté, comme on tient quelqu'un qu'on a peur de blesser. Je vais t'aider, dit-il doucement, sans l'ombre d'un doute. Maman leva les yeux vers lui, d'abord surprise, puis remplie de gratitude. Merci, murmura-t-elle.
Umemiya ajusta délicatement Kimi et se tourna vers sa mère. Où dois-je la porter? Jusqu'à la voiture? Kimi, à demi consciente, ne ressentait qu'une seule chose pour la première fois depuis longtemps. Les gens autour d'elle ne cherchaient pas à la briser. Ils voulaient seulement l'aider. Une fois qu'elle fut installée dans la voiture, sa mère les remercia encore une fois et démarra. Umemiya rendit les sacs de course et sortit respirer l'air frais. Le chemin du retour était calme, la rue presque déserte jusqu'à ce que Kaji surgisse de l'obscurité. Il se tenait sous un réverbère, comme s'il avait été découpé dans l'ombre. Le visage tendu, le regard froid. « Il faut qu'on parle », dit-il sans me saluer. Umemiya s'arrêta. Kaji s'approcha, et la lumière vint éclairer ses mains. Ses jointures étaient fendues, la peau écorchée, comme s'il n'avait pas frappé une personne, mais un mur de béton. Hier soir, j'ai surpris quelqu'un. Il prenait des photos de la fenêtre de Kimi. Il ne sait rien, poursuivit Kaji d'une voix calme mais creuse. Même si, j'ai eu une bonne discussion avec lui. Mais je lui ai pris son téléphone. Et j'ai organisé une rencontre avec la personne à qui il envoyait les photos. Umemiya serra les mâchoires. Son regard s'assombrit. Quand? Demanda Umemiya à voix basse. Kaji leva les yeux. Son regard ne trahissait aucune crainte, seulement une froide détermination. Ce soir, à minuit, l'ancien entrepôt près de la rivière. Umemiya acquiesça lentement. La tension entre eux devint presque palpable, comme un courant électrique. Bien, nous y allons ensemble. L'ancien entrepôt situé au bord de la rivière Makoshi avait depuis longtemps cessé d'être utilisé à cette fin. Autrefois, on y stockait du matériel de pêche et des pièces de rechange pour les bateaux. Mais aujourd'hui, ces poutres en bois pourrissaient de l'intérieur. Le toit ne tenait plus que par la force de sa volonté, et l'air sentait la rouille, la moisissure et les secrets enfouis. Umemiya et Kaji marchaient en silence. Le long de la rivière, le brouillard s'étendait en volutes humides et mélancoliques. L'eau en contrebas reflétait les lumières éparses de la rive opposée. Combien pouvait-il y en avoir? Umemiya rompit enfin le silence. Je ne sais pas, répondit Kaji. Ce type ne l'a pas dit. Ou plutôt, n'a pas pu le dire. Tu t'en es occupé tout seul? Ouais, bien joué. Kaji ne répondit pas. Il regardait droit devant lui, et dans son regard, il n'y avait plus rien de cette insouciance juvénile qui habitait d'ordinaire le coin de ses yeux. À cet instant, il n'était qu'une personne qui craignait pour la vie d'un être cher. Est-ce qu'elle en a souvent? Des crises de panique? Il y a moins de 3 mois. Finit par dire Kaji. À l'époque, ça arrivait presque tous les jours. Maintenant, moins. Mais je n'arrive toujours pas à dormir normalement. Chaque fois qu'elle sort seule, je me dis et si, que s'est-il passé là-bas? Demanda Umemiya d'une voix calme, sans pression inutile. Avec l'incendie et la personne qui est morte. Kaji resta longtemps silencieuse. La rivière ondulait vers la gauche, sombre et indifférente. Ce sensait Kawasaki-jin. Il s'était entraîné avec papa depuis son enfance. Kimi le connaissait d'aussi loin qu'elle se souvienne. C'est lui qui lui avait enseigné ses premiers coups avant papa. Il lui avait appris que la force ne servait pas à attaquer. Il lui avait appris que protéger n'était pas la même chose que frapper. Ce soir-là, il y avait des enfants dans le hall. Les plus jeunes. Kimi était venue aider à l'entraînement simplement parce qu'elle en avait envie. Quand le feu s'est déclaré, elle a fait sortir tout le monde. Absolument tout le monde. Mais Kawasaki est resté à l'intérieur, prétextant qu'il allait vérifier s'il restait quelqu'un dans les vestiaires. Il n'est pas ressorti. Kimi a essayé de faire demi-tour. Poursuivit Kaji d'une voix plus calme. Ils l'ont retenu. De force. Elle a crié. S'est débattue. Mais 2 hommes adultes la tenaient fermement et elle ne pouvait rien faire. Elle est restée là, à regarder le couloir brûler, à regarder tout ce qu'elle connaissait depuis son enfance partir en fumée. Kimi s'en veut. Même si personne d'autre ne lui en veut. Mais elle est toujours comme ça si elle n'y arrive pas. C'est qu'elle n'a pas assez essayé. Umemiya a marché en silence pendant quelques pas encore. Puis il a dit elle est forte. Oui, répondit Kaji. C'est justement ce qui fait peur. Les personnes fortes passent inaperçues quand elles sont en difficulté. Les gens se disent elle va bien, elle s'en sortira. Mais elle ne sait tout simplement pas comment montrer qu'elle n'y arrive pas. Au loin, à travers le brouillard, la silhouette de l'entrepôt apparut. Umemiya s'arrêta. Il leva la main, Kaji s'immobilisa lui aussi. Ils tendirent l'oreille. À l'intérieur, plusieurs lanternes diffusaient une lumière froide et bleutée. Des voix, au moins 4. J'y vais en premier, dit Umemiya à voix basse. C'est ma sœur, répondit Kaji tout aussi bas. Ensemble, à l'intérieur se trouvaient 4 personnes. L'une d'elles, assise à une table devant un ordinateur portable, était mince, pâle, vêtue d'un sweat à capuche, et ressemblait à une étudiante sortie de force de son dortoir au milieu de la nuit. Les 3 autres avaient l'air plus imposants, des épaules larges, les poings serrés, et le regard de ceux qui savent se battre. Celui qui se tenait le plus près ouvrit la bouche puis la referma. Quelque chose s'était déclenché dans sa mémoire. Vous êtes le chef des Bofura, parvint-il à articuler. Bien vu, répondit Umemiya calmement. Vous avez bonne mémoire. Alors vous avez sans doute déjà une idée de ce qui va se passer ici dans les prochaines minutes. Où sont les images? Celui qui tenait l'ordinateur portable s'est précipité sur le côté mais Kaji était déjà là. Il a posé sa paume sur le couvercle de l'ordinateur et l'a refermé doucement, mais fermement. Assieds-toi,
a dit Kaji. 2 des 3 gardes se sont précipités d'un seul coup sûr. Et c'est là qu'ils ont commis leur erreur. Umemia s'est faufilé entre eux comme s'ils étaient des arbres dans une forêt. Le premier a reçu un coup de coude à la mâchoire, le second un coup de genou dans le flanc, et tous 2 se sont retrouvés à terre avant même d'avoir compris ce qui leur arrivait. Le troisième s'arrêta. Umemia le regarda. Il se contenta de le regarder. Il leva les mains. Je n'y suis pour rien. On m'a engagé pour faire la garde. Je ne savais même pas ce que représentaient ces photos. Je comprends. Acquiesça Umemia. Alors reste là et ne bouge pas. Non, murmura l'homme. Matsumoto Kei. Qui vous a engagé? Silence. Umemia posa ses mains sur la table et se pencha en avant, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une vingtaine de centimètres entre eux. Matsumoto Kei. Je le demandais une première fois, poliment. La deuxième fois, moins poliment. Toda. Matsumoto a été écarté. Toda Ryusei. Il a prétendu que c'était pour son usage personnel. Je pensais qu'il n'était qu'un harceleur psychopathe. Mais il voulait montrer les photos à son père. Il a dit que c'était pour son bien. J'ai vu son regard quand il a dit ça. Il voulait la briser, par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Umemia se redressa. Quelque chose en lui s'immobilisa complètement. Pas froid, mais immobile, comme avant une décision importante. Où est-il maintenant? Je ne sais pas. Il était censé venir ici à 13h pour récupérer le matériel. Umemia regarda Kaji. On attend. Toda Ryusei est arrivé à 13h20. Il est entré d'un pas assuré, tel un homme habitué à se sentir maître de la situation. De taille moyenne, soigné, portant une montre de luxe. Un visage aux traits harmonieux qui cache souvent des personnes très mal intentionnées. Il aperçut Umemia et s'arrêta. Puis il vit Kaji. Ensuite, il aperçut ces hommes, allongés sur le sol. « Savez-vous qui je suis » demanda-t-il d'une voix calme, voire arrogante. « Toda Ryusei » répondit Umemia. « Mon père siège au conseil municipal. Ma mère dirige une fondation caritative. Mon frère aîné est dans la police. Et tu croyais que ça te protégerait. Tu ne peux rien me faire. Si tu me touches, mon frère va. » Ton frère, l'interrompit Umemia, va découvrir ce que tu faisais avec les photos d'une jeune femme. De manière anonyme. Avec suffisamment de détails pour que même la bonne volonté de la famille ne puisse pas étouffer l'affaire. C'est du chantage. Non, Umemia secoua la tête. Le chantage, c'est quand on demande quelque chose en échange. Je ne demande rien. Je dis simplement si tu remets les pieds dans ce quartier, je ne resterai pas les bras croisés. Et je connais des gens qui savent se faire entendre. Toda fixa Umemia du regard pendant un long moment. Il essaya de trouver un point faible. Il n'en trouva pas. Écarte-toi de mon chemin, dit-il enfin. Mais sa voix n'avait plus cette assurance d'auparavant. Avec plaisir, répondit Umemia en s'écartant. La porte est par là. Toda est parti, sans se retourner. Mais quelque chose s'était glissé dans sa démarche qui n'était pas là quand il était entré, une tension dans elle entre ses omoplates. La tension d'un homme qui sait qu'on l'observe. Lorsque la porte s'est refermée, Kaji a lentement expiré. Est-ce suffisant? Non, a répondu Umemia. Mais ça ira pour aujourd'hui. Kimi s'est réveillé tard. Le soleil était déjà bien haut, et il faisait chaud dans la chambre, cette chaleur paisible et langoureuse d'un samedi matin qui n'exige rien de toi. Allongée, elle fixait le plafond, essayant de comprendre ce qu'elle ressentait. Hier, tout s'était effondré, en pleine rue, au milieu de la foule, en plein jour. Elle, qui n'avait jamais laissé transparaître la moindre faiblesse alors même qu'elle en avait toutes les raisons, s'était effondrée dans le café d'un inconnu. Elle n'éprouvait aucune honte. Cela la surprit. Au lieu de la honte, elle ressentait quelque chose de calme, qui s'apparentait presque à un soulagement. Elle se souvenait des mains qui l'avaient rattrapée. Assurée, mais prudente. Cette voix qui lui disait « Tu es en sécurité ». Sans mots superflus, sans pitié excessive. Umemia. Kimi ferma les yeux puis les rouvrit. Non, voyons, se dit-elle à voix haute. Mais cette petite voix au fond de sa poitrine ne lui répondit pas. D'en bas monta une odeur de café et la voix de maman. Elle parlait à quelqu'un au téléphone. Papa était sans doute déjà dans le couloir. Kimi se leva, se lava le visage, attacha ses cheveux en un chignon négligé et descendit à la cuisine. Maman lui fit glisser une tasse de café et reprit sa conversation. De l'autre côté de la fenêtre, Makoshi commençait sa journée quelque part. Une moto vrombissait au loin, une sonnette de vélo retentissait et quelqu'un riait si fort que, même à travers la vitre, on pouvait sentir la chaleur de ce son. Il ne s'est rien passé de grave, se dit-elle. Tu es tombé, on t'a aidé à te relever. Tu t'es relevé. Maman a terminé sa conversation et a raccroché. Tu veux manger? Plus tard. D'accord. Pause. Hier, ce type? Umemia, il a apporté tes sacs. Tout est dans le frigo. Kimi n'a pas levé les yeux de sa tasse. D'accord. Takeo Yamada s'entraînait seul. Il frappait le sac méthodiquement, en rythme, non pas avec colère, mais avec cette concentration qui vient après plus de 20 ans d'entraînement. Chaque coup était parfaitement placé. Chaque expiration était précise. Takeo pensait à la veille. Il pensait à Umemia Hajime. Il s'était renseigné discrètement sur elle, sans faire de vagues. Umemia Hajime, 21 ans, chef de Bofura. Bofura n'est pas un gang au sens classique du terme. Il protège les plus faibles. Il ne se livre à aucune activité illégale.
au commissariat. Son dossier est plus mince que celui de n'importe quel véritable criminel. Mais il n'en reste pas moins un voyou. Ces types sont source de danger, tout comme un chien ramène de la boue de la rue, sans aucune intention malveillante. C'est simplement ainsi que fonctionne le monde. Takeo se souvint du regard qu'Umemiya avait posé sur Kimi au café. Il avait déjà vu ce genre de regard. Lui-même avait eu ce regard autrefois. C'était précisément pour cela qu'il n'aimait pas ça. Les portes du hall s'ouvrirent. « Papa, dit Kimi. Même, tu es là depuis longtemps, depuis 6 heures. » Elle s'approcha, posa à côté de lui un verre d'eau qu'il n'avait pas demandé, puis s'assit sur le banc. Elle restait silencieuse. De cette manière dont on se tait quand on réfléchit à quelque chose. Takeo s'arrêta. Il prit le verre d'eau. Il en but la moitié. « Comment vas-tu » demanda-t-il. Simplement. Sans fioriture. « Mieux » répondit Kimi. Un peu gêné. « À propos de quoi » ? « À propos d'hier. » C'était devant tout le monde. Takeo s'assit à côté d'elle. Un homme imposant aux mains balafrées. Et en lui, à cet instant, il n'y avait plus rien de l'entraîneur. Seulement un père. Tu as sauvé les enfants des flammes. Tous, toute seule. Alors que ton cœur hurlait. Pause. Une crise de panique dans un café. Ce n'est pas une honte. C'est juste, le prix à payer. Pour rester debout. Kimi fixait le sol. Elle serrait les mains l'une contre l'autre. Je sais, je veux juste que ça s'arrête. Ça va s'arrêter, répondit Takeo. Pas tout de suite. Mais ça va s'arrêter. Il posa sa main sur son épaule. Une main lourde, chaude, rassurante. Et encore une chose. Ce type ? Umemiya. Qu'est-ce qu'il en est de lui ? Demanda-t-elle d'un ton neutre. Rien, répondit Takeo. Pour l'instant. Mais je le surveille. Papa. Dans sa voix, il y avait quelque chose entre l'épuisement et une irritation bienveillante. Il m'a juste donné un coup de main. Je sais. Takeo se leva et ramassa ses gants. Mais les types comme ça, ils donnent juste un coup de main. Au début, peut-être que certains d'entre eux ne font que ça, dit-elle. Takeo s'arrêta, sans se retourner. Mais une infime hésitation se refléta dans ses épaules. Makoshi suivait son propre rythme. L'école d'autodéfense a officiellement ouvert ses portes à elle. Et dès le premier jour, le nombre d'élèves s'est avéré plus important que ce à quoi Takeo s'attendait. Il s'agissait principalement de jeunes femmes, de quelques adolescentes et d'une femme d'une quarantaine d'années qui semblait avoir longtemps eu l'intention de s'y mettre, mais qui avait sans cesse repoussé ce moment. Samedi, Kimi a animé le groupe d'enfants pendant 3 heures. Des enfants de 7 à 12 ans, surtout des filles, quelques garçons. Elle les a traités avec fermeté et bienveillance à la fois, comme papa le lui avait appris. Umemiya ne s'est pas présentée à la salle, mais Kimi l'a aperçue par hasard à d'autres endroits. Un jour, elle est dans le magasin où elle achetait du café. Il se tenait près d'une étagère, en train de lire la liste des ingrédients d'une sauce avec un air si concentré, comme s'il s'agissait d'un document officiel. Elle passa devant lui. Il leva les yeux et lui fit un signe de tête. Elle lui rendit son signe. Rien de plus. Une autre fois, elle a au marché. Il marchait dans la direction opposée avec un grand type, et il riait de quelque chose. Il l'aperçut et lui fit signe. Elle fit semblant de ne pas le remarquer. Mais elle se surprit ensuite à le regarder s'éloigner. Quelle idiote, se dit-elle. La troisième rencontre fut moins fortuite. Kimi rentrait tard du travail. La nuit était calme, et elle roulait lentement, savourant le silence. Les rues de Makoshi la nuit avaient un caractère différent, pas menaçant, mais contemplatif, comme si la ville s'autorisait enfin à ne pas se précipiter. Elle s'est arrêtée devant la maison familiale et a coupé le moteur. C'est alors qu'elle a aperçu Umemiya. Il était assis sur les marches de l'immeuble voisin, quelques feuilles à la main. Un lampadaire diffusait une lumière jaune au-dessus de lui. Il ne regardait pas dans sa direction. « Tu rentres tard », dit-elle, avant de se demander s'il valait la peine de parler. Il leva la tête, sourit chaleureusement, sans feindre la surprise. « Toi aussi, tu rentres tard. » Je travaillais. Moi aussi. Mais c'est un autre genre de travail. De quoi s'agit-il? Une plainte déposée par des habitants concernant le bruit provenant d'un des immeubles. On essaie de savoir qui s'y trouve et ce qui se passe. Et tu fais ça, assis sur le perron de quelqu'un d'autre à minuit? Je réfléchis mieux à l'air libre. Pourquoi fais-tu ça? Demanda-t-elle. Pas sur un ton provocateur. Sincèrement. Quoi exactement? Protéger la ville. Tous ces gens. Tu pourrais mener une vie plus tranquille. Faire quelque chose de moins risqué. Mais tu te promènes à minuit. Tu recueilles les plaintes. Tu chasses les individus louches qui s'approchent des inconnus dans les ruelles. Quelqu'un doit bien le faire, dit-il enfin. Et si j'en suis capable, pourquoi pas? Ce n'est pas une réponse. Ah bon? C'est une demi-vérité. Il resta silencieux un instant. Puis, de manière quelque peu inattendue, il sourit différemment. Pas ce large sourire. Plus discret, plus sincère. Quand j'étais petit, racontait-il, il y avait un homme plus âgé dans notre quartier. Un vrai grand, calme, fiable. Quand la situation devenait dangereuse dans la rue, il sortait. Sans un mot, sans faire de scène. Il sortait simplement et restait là, debout. Un jour, il n'est pas sorti, parce qu'il n'y avait plus personne pour l'attendre. Umemiya baissa les yeux vers le journal. J'ai pris une décision. S'il y a quelqu'un qui peut sortir de elle, que ce soit moi. Tant que j'en suis encore capable. Est-ce une meilleure réponse?
demanda-t-elle. Un peu meilleur. Elle enfila son casque. Elle démarra le moteur. Mais avant de partir, elle se retourna. Il fait froid dans l'escalier. Tu vas attraper froid. J'y vais bientôt, répondit-il. D'accord. Et elle partit. Eumenia resta assis longtemps, le regard tourné vers la rue déserte, et dans sa poitrine, quelque chose vibrait doucement. Un sentiment qui n'avait rien à voir ni avec les plaintes des habitants ni avec l'air de la nuit. École d'autodéfense. Groupe d'enfants. Kimi se tenait devant lui petit qui la regardait avec cette attention toute particulière propre aux enfants, à la fois intense et sans concession. Aujourd'hui, nous allons apprendre une règle. Si quelqu'un essaie de vous attraper, criez fort. Une fillette de 7 ans, avec 2 tresses, leva la main. Et s'il n'y a personne dans les parages, alors crie de toutes tes forces. Car il se peut que quelqu'un se cache là où tu ne peux pas le voir. Et s'il n'y a personne non plus, alors crie pour effrayer la personne qui essaie de t'attraper. La plupart d'entre elles sont des lâches. Kimi ne remarqua pas que les portes du couloir étaient restées ouvertes pendant quelques minutes. Quelqu'un s'était arrêté sur le seuil et avait jeté un coup d'œil. Puis il les avait refermés sans bruit et était parti. Takeo, qui observait la scène depuis un coin de la pièce, l'avait vu. Il ne dit rien. Mais dans son regard, on vit briller un instant cette même curiosité prudente. Après le cours, Kimi se lavait les mains dans les vestiaires lorsqu'elle aperçut Mia. Une fillette d'environ 11 ans qui était restée à l'écart des autres pendant toute la leçon et qui avait tout fait correctement, mais de manière mécanique. Comme quelqu'un qui sait déjà pourquoi on apprend cela. T'avais peur toi aussi? La première fois? Oui, répondit Kimi en toute honnêteté. Et qu'est-ce que tu as fait? Je me suis défendu. Comme papa me l'avait appris. Et si tu ne sais pas comment te défendre, alors tu cries, tu cours, tu cherches un adulte. Mais tu es venu ici pour apprendre. Et tu apprendras. Ma mère dit qu'il ne faut tout simplement pas aller dans des endroits dangereux. Kimi poussa un soupir. Ta mère t'aime. Mais n'importe quel endroit peut devenir dangereux. C'est pour ça qu'il vaut mieux savoir comment se protéger et décider ensuite par toi-même où aller. Mia acquiesça. Son regard s'illumina légèrement. Derrière les portes de la salle, quelqu'un frappa le sac avec brusquerie et puissance. Kimi sortit. Umemiya Hajime frappait le sac. Sans gants, juste les mains enveloppées de bandages. Une série impeccable. Chaque coup mesuré. Il ne faisait pas de spectacle ni ne se mettait en avant. Il frappait, tout simplement, pour lui-même. Quand êtes-vous entré? Pendant votre cours, répondit-il sans s'arrêter. J'ai regardé un peu. Vous travaillez bien avec les enfants. Vous écoutiez aux portes. J'observais. Il y a une différence. Il y a un club d'autodéfense ici, réservé aux femmes. C'est ce que dit le panneau. A-t-il acquiescé? Mais le panneau ne précise pas que les hommes sont interdits. J'ai vérifié auprès de ton père. Il a dit que ça ne posait pas de problème, tant que je payais l'abonnement et que je ne m'en mêlais pas. Et tu as payé? Un abonnement complet. 3 mois d'avance. Kimi détourna le regard. Mais un changement infime se dessina au coin de sa bouche. Ta posture n'est pas bonne, dit-elle enfin. Laquelle? Le coude. Tu tiens ton coude trop bas quand tu donnes un coup de poing droit. Elle s'approcha. Tu fais de la boxe? Un peu. C'est surtout de l'expérience de la rue. Ça se voit. L'expérience de la rue t'apprend à frapper fort. Mais pas correctement. Tu peux me montrer? Non. Je m'occupe d'un groupe d'enfants. Pas de voyous adultes. Dommage, dit-il sans s'offusquer. Elle s'était déjà retournée pour partir. Mais elle s'arrêta. Le coude à hauteur d'épaule. Ni plus haut, ni plus bas. Pendant le coup, le poignet pivote au moment du contact. Pas avant. J'ai compris. Kimi est parti. Umemiya a frappé le sac une fois de plus. Correctement, comme d'habitude. Takeo Yamada dînait tard après une journée éprouvante. Pas physiquement, mentalement. À table, sa femme Akira lui parlait des voisins et d'un nouveau magasin qui venait d'ouvrir au coin de la rue. Takeo répondait quand il le fallait, mais avait l'esprit ailleurs. Tu l'as vu aujourd'hui, dit Akira, sans élever la voix. Qui? Umemiya Hajime. Comment tu le sais? Je l'ai vu depuis la fenêtre. Et j'ai vu ton expression quand tu es revenu du hall. Il a payé son abonnement. 3 mois d'avance. Ça veut dire qu'il est sérieux. Ça ne le rend pas meilleur pour autant. Non. Mais ça montre qu'il a du respect. Takeo. Elle posa sa main sur la sienne. Je sais ce que tu penses. Que Kimi n'est pas encore prête. Qu'elle commence à peine à se retrouver. Que tout homme à ses côtés en ce moment représente un risque. Mais tu penses aussi à autre chose. Que ce type a été là pour elle exactement quand elle en avait besoin. À 3 reprises. Qu'il n'essaie pas de lui mettre la pression. Qu'il a payé un abonnement et t'a demandé la permission. Takeo. Tu as payé un abonnement à la salle de boxe où ma mère s'entraînait. Et tu as ensuite demandé la permission de lui apporter un café après l'entraînement. C'est une autre histoire. Bien sûr. Elle lui serra doucement la main. Mais tu sais bien comment ses parents te percevaient à l'époque. Et tu sais ce qui t'a sauvé. Quoi? Le fait que tu respectais leur fille. Sincèrement. Pas en parole, mais par tes actes. Je ne lui fais pas confiance, dit-il enfin. Je sais, répondit Akira. Mais au début, tu ne me faisais pas confiance non plus. Tu pensais que j'étais trop bien pour toi et que tôt ou tard, je m'en rendrais compte et je partirais. Tu es trop bien pour moi. Oui, mais je suis resté. Je veux juste que personne ne lui fasse plus jamais de mal. Je sais, répondit Akira.
Mais tu ne peux pas la protéger de tout le monde. Tu peux seulement lui apprendre à se défendre toute seule. Et tu l'as déjà fait. Je continuerai quand même à veiller sur elle. Bien sûr, tu es son père. Mais veille sur elle en toute honnêteté. Pas seulement pour repérer les dangers. La pluie s'est mise à tomber d'un coup. Comme toujours à Makoshi, Kimi se tenait sous le vent du café et observait la rue. La moto était garée tout près, recouverte d'une bâche. Café ou thé? Elle se retourna. Kotoa se tenait sur le seuil, 2 tasses à la main. Café. Umemiya a demandé de tes nouvelles, a dit Kotoa, d'un ton neutre, comme s'il s'agissait d'une simple remarque en passant. Quand? Avant-hier. Il est passé prendre un café et a demandé comment tu allais. Je lui ai répondu que tu allais bien. Il a dit tant mieux et il est parti. C'est tout? C'est tout? Mais je connais les gens. Il a posé la question comme on le fait quand la réponse compte vraiment pour soi. Il s'est inscrit à la salle, a dit Kimi. Je sais. C'est une connaissance de Bofurin qui me l'a dit. Tout le monde est au courant. Comme Umemiya Hajime a décidé de son propre chef de s'inscrire à des cours d'autodéfense. La nouvelle s'est répandue très vite. Tu as peur, dit Kotoa d'une voix douce. Je n'ai pas peur. Kimi. Peut-être un peu, admit elle. C'est normal. Pas pour moi. Même pour toi. Être fort, ça ne veut pas dire ne pas avoir peur de quoi que ce soit. Ça veut dire faire ce qu'il faut, même quand on a peur. Il m'a interpellé dès cette nuit-là. Dans la ruelle, dit-elle enfin, d'une voix calme, comme si elle savourait ses mots. Il s'approcha tranquillement. Pas pour me sauver. Juste elle d'être là. Oui, acquiesça Kotoa. Mais il y a eu ensuite des mois où je n'avais besoin d'aucun homme à mes côtés. Et maintenant, je ne sais pas, dit Kimi. Je ne sais pas si c'est parce que je vais déjà mieux, ou s'il est juste, différent, d'une certaine manière. Peut-être les deux, suggéra Kotoa. La pluie s'est calmée. Elle a presque cessé. Il fait partie de la bande de voyous. Papa ne l'acceptera jamais. Papa l'a déjà laissé entrer dans le hall. Ce n'est pas la même chose. Non, mais c'est un début. Kimi se leva, prit son casque. Elle démarra, et aperçut presque aussitôt Umemiya à un carrefour, un sac à la main. Il la vit. Il s'arrêta. Elle s'arrêta aussi. Pendant quelques secondes, ils se contentèrent de se regarder lui sur le trottoir. Elle sur sa moto. Il souleva le sac. Des hamburgers. De ce restaurant où tu ne travailles plus ces derniers temps. Des imitations, avait-elle dit. Les miens sont meilleurs. Je sais. C'est pour ça que je te le demande. Tu en feras peut-être la prochaine fois? Pour les gars. Ils ont déjà entendu parler de toi. Kimi le regarda encore une seconde. Peut-être. Puis elle démarra. Umemiya la regarda s'éloigner. Son sourire restait, chaleureux, lent, comme un soleil matinal qui ne se presse pas. Peut-être, se répéta-t-il à voix basse. Ce n'est déjà plus pas la peine. Le calme qui régnait à Makoshi depuis près de 3 semaines prit fin un vendredi soir. Kaji entra dans le hall alors que Kimi était encore en train de nettoyer après les cours. Son visage en disait long. Elle posa immédiatement la serpillière. Quoi, Toda, dit-il. Il ne s'est pas calmé. Il a commencé à tourner autour de papa. Il pose des questions sur l'école qui y est inscrit. Qui y vient? Ni un père, ni un proche. Kaji parlait d'un ton calme, mais ses yeux trahissaient une certaine tension. Il cherche un autre moyen de pression. Contre l'école. S'il trouve quelque chose il pourrait essayer de la faire fermer. Ou de nuire à sa réputation. Il se venge de moi parce que je l'ai rejeté. De nous, rectifia Kaji. Mais c'est toi la cible principale. Il pense que c'est plus facile de s'en prendre à papa en passant par toi. Il se trompe sur papa, dit Kimi à voix basse. Umemiya est-il au courant? Demanda-t-elle enfin. Je voulais te le dire en premier. Dis-le lui. Elle leva les yeux vers elle. Il n'y avait aucune demande. Une décision. Si Toda veut jouer le jeu de la légalité, Bofurin connaît cette ville mieux que n'importe quel cabinet d'avocats. Mais je veux être tenu au courant de chaque étape. C'est mon école. C'est mon père. Et c'est moi qui décide de la suite. Kaji la regarda. Dans ses yeux, il y avait quelque chose de chaleureux et d'un peu triste, l'expression de quelqu'un qui voit un proche devenir plus fort et qui s'en réjouit, même si cela signifie qu'il a un peu moins besoin de lui. Umemiya reçut un message de Kaji à 21h. Il le relut 2 fois. Puis il reposa son téléphone. Toda Ryusei. Il connaissait bien ce genre de personne. Il n'attaque pas de front, il cherche les failles du système. La réputation, les documents, les relations. Il ne mène pas la guerre à coups de poing, mais à coups de papier et de rumeurs. Umemiya passa un coup de fil. Hiromitsu. J'ai besoin d'informations sur Toda Ryusei. Tout ce que tu as. Pause. Oui, tout de suite. Une autre pause. Merci. Il sortit. Quelque part dans la ville. Kimi était probablement déjà en route pour rentrer chez elle. Il pensa à elle. Pas comme à un problème. Mais comme à une personne. Umemiya s'est présentée à la salle en dehors des heures d'entraînement. Takeo a ouvert la porte et a pris un air qu'on pouvait difficilement qualifier d'accueillant. L'entraînement ne commence que dans 1 heure. Je sais, a répondu Umemiya. Je suis venu te parler. Si tu me le permets. Takeo l'a regardé pendant quelques secondes. Puis il s'est écarté. Ils s'assirent dans une petite pièce à l'arrière du hall. Takeo posa de l'eau sur la table, ni café, ni thé. De l'eau, qui avait son propre langage. Parle. Toda Ryusei, dit Umemiya. Tu connais ce nom?
Takeo resta impassible. Mais quelque chose en lui sembla s'apaiser. Comment le sais-tu? Kaji l'a dit à Kimi. Kimi a demandé à Kaji de me le dire. Umemiya a fait passer une note. Toda prévoit de s'en prendre à l'école par la voie officielle. Il a déjà utilisé cette tactique à 3 reprises. Il repère des lacunes dans les documents, dépose des plaintes par l'intermédiaire de tiers et, pendant que celles-ci sont examinées, sème le trouble au niveau de la réputation. Avez-vous toutes les autorisations nécessaires? Oui. L'assurance, la sécurité incendie, l'hygiène, tout est en règle. Ce n'est pas la première fois que j'ouvre des salles. Alors il cherchera autre chose. Il s'attaquera à ma réputation. Il trouvera quelqu'un parmi les élèves ou les parents mécontents, et proposera de l'argent en échange de mauvaises critiques. Ou bien il inventera un incident. Pourquoi tu me dis ça? Parce que tu dois être prévenu. Et c'est tout? Umemiya le regarda droit dans les yeux. Aussi parce que ta fille m'a dit que c'était son école et son père. Et elle voulait que tu le saches. Mais elle ne te l'aurait pas dit elle-même parce qu'elle sait comment tu réagis. A-t-elle raison? Demanda Umemiya. Que tu veuilles régler ça toi-même, c'est possible. Elle ne veut pas que tu prennes de risques. Umemiya parla d'une voix posée, sans emphase. C'est pour ça que je suis là. Je connais Makoshi. Je sais comment mettre fin à ce genre de pression sans sortir du cadre légal. Tu veux aider, dit enfin Takeo. Mais pas gratuitement. Gratuitement. Alors pourquoi? Umemiya marqua une pause. Parce que c'est juste. Une école où les filles apprennent à se défendre. C'est juste. Ta fille qui guide des enfants. C'est juste. Et un type qui essaie de détruire tout ça. C'est mal. T'es un type louche, Hajime, dit-il. Mais cette fois, sa voix n'avait plus rien du ton qu'elle avait au début. On aurait presque dit qu'il se disait je commence à douter de mon propre jugement. C'est toi qui l'as dit, c'est vrai. Mais je vois clair dans le jeu des gens louches. Pas dans le tien. C'est grave? Je ne sais pas encore. Faites ce que vous jugez nécessaire. Mais si vos actes nuisent à ma fille ou à mon école, je ne ferai pas preuve de courtoisie à votre égard. C'est compris. Et encore une chose. Takeo s'arrêta près de la porte. Elle commence à se remettre. Pour la première fois depuis 3 mois. Je vois qu'elle est vraiment là. Qu'elle ne se cache pas. Qu'elle est vraiment là. Ne gâche pas tout. Je ne le ferai pas, répondit Umemiya à voix basse. Takeo acquiesça et sortit dans le couloir. Umemiya resta assis seul encore 1 minute. La pièce sentait le bois, le cuir usé des gants de boxe et quelque chose qui rappelait les salles d'entraînement de son enfance. Le soir même, Kimi rentrait du marché. Papa était assis sous le porche, en train de fumer une cigarette. Il le faisait rarement, seulement lorsqu'il réfléchissait sérieusement à quelque chose. Elle s'arrêta. Tu fumes. C'est la 2e fois cette année. Que s'est-il passé? Takeo était niaise. Il la regarda, la cigarette à la main, avec ce regard paternel si particulier. Hajime est venu, a-t-il dit. Je sais. C'est toi qui le lui as demandé. J'ai demandé à Kaji de transmettre l'information. C'est lui qui a décidé comment agir. Kimi. Papa. Ils se sont regardés. Ce jeu du silence. Ce jeu de loup ils y jouaient depuis aussi longtemps que Kimi pouvait s'en souvenir. Il te supplie, dit Takeo. Ce n'était pas une question. Kimi posa son sac sur la marche. Elle s'assit à côté de papa. Peut-être, dit-elle. Le même mot, mais d'une voix différente. Takeo resta silencieux pendant un long moment. Il est venu pour parler de l'école. Pas de toi. Je m'attendais à ce qu'il commence à me faire la cour, à me flatter. Mais il n'a parlé que de ça. De manière concrète et honnête. C'est tout à fait lui. Tu le connais déjà bien? Un peu, répondit-elle. Je continue de penser qu'il est louche. Je sais. Mais, il a levé la main, comme quelqu'un qui formule une pensée complexe. Il te respecte. Ça se voit à sa façon de parler. Il ne dit pas elle quand il parle de toi. Il dit Kimi, comme un prénom qui compte. Papa, dit-elle doucement. Tu n'as pas besoin de te précipiter. Et moi non plus. On verra bien comment ça se passe. Takeo acquiesça. Lentement. On verra bien. Mais je continue à surveiller. Je sais. Et lui aussi. Il le sait. Va manger. Maman a préparé ce plat chaud que tu aimes tant. Takeo se leva. Il passa devant elle. Kimi. Il s'arrêta. Tu t'en sors bien. Tu ne te caches pas. Tu es là. Kimi déglutit péniblement. C'est toi qui m'as appris ça. Et ils rentrèrent. Makoshi vivait à son rythme et Umemiya avait appris à s'y adapter sans se mettre en travers de son chemin. Il se présentait à la salle 3 fois par semaine. Payait sa cotisation. S'entraînait au sac. Restait discret quand le silence s'imposait. Takeo le regardait comme un propriétaire regarde un chat qui vit dans son jardin depuis 2 mois. Il ne le chasse pas, mais ne le considère pas non plus comme le sien. Un mardi, alors qu'il n'y avait personne dans la salle, Kimi est arrivée plus tôt que d'habitude. Elle ne s'attendait pas à voir qui que ce soit mais Umemiya se tenait déjà près du sac, en train de défaire ses bandages. Tu es encore là. J'ai un abonnement. De 3 mois. Il expire dans 1 semaine. Je vais le renouveler. Elle le regarda. Il lui rendit son regard, calmement, sans emphase. Du regard de quelqu'un qui a déjà pris une décision et qui n'a pas l'intention de s'en expliquer. Pourquoi? Demanda-t-elle. J'aime bien cet endroit. Nous avons une salle d'autodéfense. Pour les femmes. Le panneau ne l'interdit pas. Ils s'entraînaient en silence, chacun à son rythme, dans différents coins de la salle.
Mais ce silence était déjà différent dès le début. Pas tendu, juste calme. Au bout de 20 minutes, Kimi dit sans se retourner, le coude est encore un peu bas. Je sais. Et tu ne corriges toujours pas ça. C'est une habitude. Une mauvaise habitude. Oui, elle finit par se retourner. Elle s'approcha. Elle lui donna un coup de coude à la bonne hauteur. Avec 2 doigts. D'un geste rapide et précis. Sans exagération. Comme ça. Souviens-toi. Elle s'éloignait déjà lorsqu'il dit merci. Pas pour le coup de coude. Ils le savaient tous les deux. Kimi ne s'arrêta pas. Mais l'espace d'un instant, son pas ralentit légèrement. Takeo s'est réveillé à 5 heures. Comme d'habitude. Il s'est rendu dans le couloir, a allumé une lampe et a commencé son échauffement. C'est dans le calme qu'il réfléchissait le mieux. Il pensait à Umemiya. Ce type venait 3 fois par semaine, depuis un mois maintenant. Jamais en retard. Il ne laissait jamais de désordre derrière lui. Il n'essayait jamais de parler à Kimi plus qu'elle ne le lui permettait. Il repensa aussi à la façon dont cet homme regardait Kimi quand il croyait que personne ne le voyait. Pas avec un regard de prédateur. Pas avec un regard calculateur. Simplement avec un regarder, comme on regarde quelque chose qui compte pour soi. Takeo se souvint de son propre regard. Autrefois, il y a bien longtemps, c'était précisément ce qui l'irritait le plus. Il prit une décision. Umemiya arriva mardi à 7 heures du matin. Takeo se tenait au milieu du hall, les gants à la main. Tu es en avance. Je suis toujours en avance, répondit Takeo. Tu es aussi en avance aujourd'hui. Je voulais m'entraîner avant l'ouverture. Bien. Takeo lui lança les gants. Entraînons-nous ensemble. Umemiya attrapa les gants. Il regarda Takeo avec attention, calmement. Il comprit ce n'était pas une invitation. C'était un test. Très bien, dit-il. Ils se firent face. Takeo avait environ 25 ans de plus, mais rien dans ses mouvements ne trahissait quelqu'un qui ressentait son âge. Première série light. Takeo était en train de tester. Umemiya a réagi sans chercher à attaquer en premier, se contentant de garder sa garde et de se déplacer. Il savait bien qu'il ne fallait pas se précipiter ici. Takeo a intensifié la pression. Umemiya s'est décalé sur le côté, pas en arrière, mais sur le côté, comme Kimi le lui avait dit, et Takeo a marqué une pause d'une fraction de seconde. Qui t'a appris à changer de position? Demanda-t-il, sans bouger d'un pouce. Kimi, répondit Umemiya d'un ton tout aussi calme. Takeo ne dit rien, mais il attaqua à nouveau, cette fois sans se retenir. Umemiya tint bon, pas parfaitement, il commettait des erreurs, mais il tint bon. Et surtout, il n'essayait pas de gagner. Il ne lâchait simplement pas prise. Au bout de 10 minutes, Takeo s'arrêta. Il retira ses gants. Umemiya s'arrêta lui aussi, le souffle court, une ecchymose se formant sur sa joue, mais le regard fixe. Tu encaisses bien les coups. Je sais, et tu n'essayais pas de me battre. Je sais que je n'en serais pas capable. Takeo plissa les yeux. Pour l'instant, pourtant, répéta Takeo. Quelque chose changea sur son visage. Pas une expression plus chaleureuse, mais un air moins renfermé. Assieds-toi. Ils s'assirent sur le banc. Takeo resta silencieux pendant un long moment. Umemiya ne le pressa pas. Tu sais ce qui lui est arrivé, dit enfin Takeo. Ce n'était pas une question. Je sais ce que Kaji m'a raconté. Elle ne le dit pas elle-même. Je sais. Et tu es toujours là. Oui, qu'est-ce que tu veux? Demanda-t-il enfin. Tout simplement. Sans détour. Umemiya ne détourna pas le regard. Je veux être près d'elle. Pas pour la protéger, elle n'a pas besoin d'être protégée. Pas pour décider à sa place, elle sait mieux que quiconque prendre ses décisions. Juste être près d'elle. Si elle me le permet. Et si elle refuse, alors je continuerai à payer mon abonnement et à frapper le sac. Long silence. Takeo se leva. Il ramassa ses gants. Demain à 6 heures, dit-il. Si tu veux, un autre combat d'entraînement. Je te montrerai où se trouvent encore tes faiblesses. Il se dirigea vers l'arrière-salle. Umemiya était toujours assis. Ce n'était pas un oui, mais ce n'était plus un non. C'est Akira qui le lui a dit. Maman lui a posé une tasse de thé devant elle et lui a dit d'un ton neutre: ton père entraîne Umemiya le matin. Kimi a levé les yeux. Quoi? Mardi et jeudi. À 6 heures. Ça fait déjà 2 semaines. C'est papa qui l'a proposé lui-même? Oui. Il ne m'en a pas parlé. Il ne m'en a pas parlé non plus. Takeo. Elle posa sa main sur la sienne. Je crois que les bonnes idées ont rarement l'air attrayantes au début. Elles font peur. Et elles mettent mal à l'aise. Et on n'arrête pas de chercher une raison pour dire non. Puis le temps passe. Et on se rend compte qu'on a failli passer à côté de la meilleure décision de sa vie. Parce qu'on cherchait des raisons. Kimi prit sa veste et sortit. Elle s'assit sur la moto. Elle resta assise là longtemps sans la démarrer, se contentant de regarder la rue. 2 semaines. Papa l'entraîne depuis 2 semaines sans dire un mot. Papa, qui ne tolère personne près de sa fille. Ce silence en disait plus long que n'importe quel discours. Elle démarra le moteur et prit la route. Sans but précis, juste pour faire un tour en ville. Le matin, Makoshi sentait le café et le pain frais. Et dans cette odeur, il y avait comme une permission. Tu n'es plus renfermé. Elle roulait et essayait de comprendre si elle avait peur. Un peu, en fait. Mais pas comme avant. À 6 heures du matin, Umemiya arriva dans le hall et aperçut Kimi. Elle était assise sur le banc dans le coin, un verre de café à la main, et le regardait comme si elle était venue pour une raison précise et n'allait plus faire semblant de ne pas être là. Tu es en avance.
J'habite tout près. Je n'ai pas besoin d'aller ailleurs. Tu es venu regarder. Oui, il est entré. Il a salué Takeo. Takeo a regardé sa fille, puis Umemiya, puis à nouveau sa fille. Il n'a rien dit. Il a simplement lancé les gants à Umemiya et a pris sa place. Kimi a bu son café et a observé la scène. Ils se sont entraînés dur. Mais elle a remarqué ce qu'elle n'aurait pas pu voir de l'extérieur auparavant. Umemiya apprend. Il ne se contente pas d'encaisser les coups, il analyse, s'adapte, mémorise. À chaque fois, il tient un peu plus longtemps. Il commet un peu moins souvent les mêmes erreurs. Papa ne l'a pas félicité. Mais il ne l'a pas arrêté non plus. Après l'entraînement, quand Takeo se retira dans l'arrière-salle, Umemiya s'approcha du banc. Alors, demanda-t-il. Mon coude va mieux, répondit-elle. C'est tout, je me fatigue moins vite qu'il y a un mois. C'est bien aussi. Oui, silence. Mais pas un silence gênant, juste un silence. Pourquoi viens-tu? Demanda-t-elle enfin. Vraiment, pourquoi? Parce que ton père est le meilleur entraîneur que j'ai jamais vu. Et parce que je veux devenir quelqu'un qu'il respecte. Pause. Pas pour lui, pour moi-même. Et pas pour moi, ça aussi. Mais je te le dirai plus tard. Quand le moment sera venu. Kimi baissa les yeux vers sa tasse. Un changement à peine perceptible se dessina au coin de sa bouche. Pas un sourire. Mais quelque chose qui le précédait. D'accord, dit-elle doucement. Et cela ne signifiait déjà plus ce n'est pas nécessaire. C'est arrivé un mercredi après le cours. Le groupe de femmes s'était dispersé. La salle était vide. Et Kimi nettoyait les tatamis dans ce silence particulier qui suit le travail. Intense et paisible. Umemiya sortit de l'arrière-salle et s'arrêta en la voyant. Je peux t'aider? Je m'en sors toute seule. Il saisit quand même l'autre bout du tatami et le souleva. Ils rangèrent tout en silence et rapidement. Puis elle s'assit sur le banc et resta longtemps les yeux fixés sur le sol. Umemiya s'assit à côté d'elle sans se rapprocher, en laissant un espace entre eux. Il avait déjà appris à respecter cette distance. Kaji t'a parlé de Kawasaki-jin, dit-elle enfin. Oui. Il t'a tout raconté correctement? Je crois que oui. Je l'ai regardé entrer dans les vestiaires. Je l'ai interpellé, il s'est retourné et m'a fait signe de la main. Comme pour dire tout va bien. Je reviens tout de suite. Sa voix était calme. Trop calme. Il n'est pas ressorti. J'ai essayé de retourner là-bas. Ils m'ont retenu. Elle leva les mains et regarda ses paumes comme si elle s'en souvenait encore. Elle me disait tu n'aurais rien pu faire. Le thérapeute dit la même chose. Papa, maman, Kaji. Mais j'ai été entraîné. Je sais me battre. Je le sais depuis que j'ai 8 ans. J'aurais dû trouver un moyen. Kimi, dit Umemiya doucement. Je sais que ce n'est pas logique. L'interrompit-elle. Je sais. Mais savoir et ressentir, ce n'est pas la même chose. Oui, acquiesça-t-il. Sans objection. Sans, mais, juste oui. Elle le regarda. Tu ne vas pas me dire que j'ai tort? Tu n'as pas tort dans ce que tu ressens. C'est ta conclusion qui est erronée. Mais les conclusions changent avec le temps. Il m'a appris que protéger, ce n'est pas la même chose que frapper, dit-elle enfin. Je croyais avoir compris ça. Mais il s'est avéré qu'il y a des choses contre lesquelles on ne peut protéger personne. Même si on est très doué pour ça. Oui, répéta Umemiya. Et rien de plus. Ils restèrent assis en silence. Quelque part derrière la fenêtre, Makoshi vaquait à ses occupations quotidiennes. Mais ici, dans le hall, le temps semblait ralentir. Merci, dit enfin Kimi. Pourquoi? Pour ne pas avoir dit de choses inutiles. Umemiya esquissa un léger sourire, ce sourire discret qu'elle avait déjà vu à plusieurs reprises et qu'elle s'efforçait à chaque fois de ne pas remarquer. J'apprends. Ça ne venait pas de Toda. C'est Kotoa qui m'a donné la nouvelle, elle a appelé Umemiya ce matin. Il y a un type par ici. Ça fait une semaine qu'il tourne autour de l'école de Takeo. Il pose des questions sur les élèves. Et plus précisément sur l'un d'entre eux, en citant son nom. Ce n'est ni un père, ni un proche. Je ne sais pas qui c'est, mais ça me met mal à l'aise. Umemiya a noté la description. Il l'a remercié. Il a appelé Kaji. Vérifie ça. Kaji a fait des recherches le lendemain. Ida Sotaro, 32 ans. Ancien détective privé. Aujourd'hui, il travaille en freelance et accepte n'importe quelle mission si le prix est intéressant. Son palmarès comprenait des affaires à glacer le sang. Qui l'a engagé? Je ne sais toujours pas, répondit Kaji. Mais il s'intéresse plus particulièrement à 3 noms. 2 sont des étudiantes du groupe de femmes. La 3e, Kimi. Umemiya serra le téléphone dans sa main. Bien. Découvre qui le paie. Je m'occupe de Ida. Comment? On en discutera, dit Umemiya calmement. Ils se sont rencontrés mardi soir. Umemiya a retrouvé Ida dans un café au coin de la rue. Celui-ci était assis avec un journal. L'air de quelqu'un qui n'est pas pressé. Umemiya s'est assis en face de lui. Umemiya Hajime, a dit Ida. Je m'attendais à ce que tu me retrouves plus tôt. Je n'étais pas pressé. Je voulais d'abord savoir qui t'avait engagé. Tout le monde a un prix. Poursuivit Umemiya d'un ton impassible. On accepte n'importe quel boulot si le salaire est correct. Ça veut dire que tu n'es pas un idéologue. C'est bien. On ne peut pas passer d'accord avec des idéologues. Il posa une enveloppe sur la table. Il y a là-dedans le double de ce que tu as touché. Pour que tu fasses tes valises et que tu passes devant ces gens. Pour toujours. Et si je refuse, alors je prendrai le temps de découvrir qui t'a engagé. Et je ferai en sorte que tu ne trouves plus jamais de travail dans cette ville. Parce que je connais beaucoup de monde. Ida,
La première option est plus simple pour nous deux. Ida resta silencieux pendant un instant, puis il prit l'enveloppe. Tu es très intelligent pour ton âge. Je ne fais que protéger ce qui m'est cher. Bonne chance, Hajime. Et il s'en alla. Cette enveloppe avait coûté à Umemiya près d'un mois d'économie. Mais certaines choses ont un prix. Et ce prix-là en valait la peine. Kaji a retrouvé le client en moins d'une semaine. Il a posé une photo sur la table. Umemiya l'a regardé. Il a levé les yeux. Sérieusement, sérieusement. Sur la photo, on voyait Toda Ryusei. Mais pas celui-là, pas l'homme sûr de lui avec sa montre de luxe. Celui-ci semblait avoir 10 ans de plus. Et dans ses yeux brûlait quelque chose qu'Umemiya a reconnu, ce n'était pas de la colère. C'était de l'obsession. Il connaissait Kawasaki-jin. Finit par dire Kaji. Ils étaient concurrents. Toda voulait ouvrir sa propre école dans le même quartier de Tokyo. Kawasaki lui barrait la route. Honnêtement, mais efficacement. Toda pense que Kimi sait quelque chose au sujet de l'incendie. Qu'elle a vu plus de choses qu'elle ne l'a dit. Il a peur de Kimi. C'est pour ça qu'il veut soit la compromettre, soit l'intimider. Alors elle reste silencieuse. Umemiya se leva. Sa respiration redevint régulière. Mais dans son regard est quelque chose que Kaji voyait rarement. Pas de la colère. Quelque chose de plus froid. Il faut qu'on lui dise. Elle porte déjà un si lourd fardeau. Il faut qu'on lui dise. C'est à elle. C'est son droit de décider. Tu vas lui dire? Je vais lui dire. Mais d'abord, son père doit être mis au courant. Takeo écouta en silence. Umemiya exposa d'une voix posée les faits, les soupçons, ce qui avait été prouvé et ce qui ne l'était pas. Lorsqu'il eut terminé, Takeo resta immobile pendant un long moment. Puis il se leva. Il se dirigea vers la fenêtre. S'il est responsable, c'est lui qui a tué mon ami, peut-être. Et il veut intimider ma fille. Oui. Va-t-elle parler? Sait-elle quelque chose? Je ne sais pas. Je ne lui ai pas demandé. C'est à elle de décider si elle veut répondre ou non. Takeo se retourna. Il regarda Umemiya longuement, avec ce regard perçant qui avait déjà tenté à plusieurs reprises de trouver ses points faibles. Tu as dit son droit de décider. Kaji t'a transmis ça. Oui. Tu parles comme Kawasaki avait l'habitude de parler. Que protéger? Ça veut dire ne pas décider à la place de quelqu'un. Ça veut dire lui donner la chance de décider par lui-même. Umemiya resta silencieux. C'est lui qui te l'a appris. Et c'est elle qui te l'a appris. C'est étrange. Oui. Takeo acquiesça. Dis-le lui. Je serai dans les parages. Mais dis-le lui toi-même. Ils étaient assis sur le toit de l'immeuble où habitait la famille Yamada. Kimi connaissait ce toit depuis son enfance, c'était là que papa venait parfois réfléchir. Umemiya est arrivée alors qu'elle était déjà assise. Papa a dit que tu étais là-haut. C'est papa qui t'a envoyé. Papa m'a dit où tu étais. Je suis venu de moi-même. Il s'approcha et s'assit à côté d'elle. Umemiya raconta tout. Lentement, clairement, sans rien édulcorer. À propos de Toda, de Ida, des soupçons concernant l'incendie. Kimi écoutait en silence. Son visage restait impassible, mais les mains avec lesquelles elle s'était agrippée aux genoux se crispèrent. Je l'ai vu là-bas, dit-elle enfin. Ce soir-là. Je ne savais pas qui il était. Juste un inconnu dans notre couloir. Je pensais qu'il était venu assister à l'entraînement. C'est ce qui s'est passé. Je ne me souvenais même pas de son visage. Seulement qu'il était parti 10 minutes avant que ça ne s'enflamme. Tu as dit ça aux enquêteurs? À l'époque. Je n'avais pas fait le lien. Sa voix s'affaiblit. Je ne pensais pas à lui. Je pensais à Jin. Tu fais le lien maintenant? Elle resta silencieuse. Longtemps. Puis oui, un seul mot. Mais il y avait là quelque chose qu'Umemiya entendait pour la première fois, la décision d'une personne qui portait depuis longtemps le fardeau de la culpabilité et qui venait soudain de se rendre compte que ce fardeau avait un autre aspect. Je t'aiderai. Je te dirai à qui parler, où aller. Mais c'est toi qui décides. Je sais. Ils restèrent assis en silence encore un moment. Le vent se leva un peu, un vent froid d'automne. Umemiya. Quoi? Pourquoi fais-tu tout ça? Ida, Toda. Et maintenant ça. Tu y consacres ton temps, ton argent, ta tranquillité d'esprit. Pas exactement, répondit-il. Comment ça? Pas exactement, pas pour les gens en général. Pour toi. Et pour ta famille parce qu'ils sont à toi. C'est honnête, dit-elle enfin. J'essaie. Elle se tourna enfin vers lui et le regarda. Il la regarda en retour sans précipitation, sans attente. Il la regardait simplement, comme le fait quelqu'un qui se sent à l'aise à ses côtés même dans le silence, même dans l'adversité. Tu me plais, dit-elle, doucement, sans préambule. Il ne réagit pas visiblement. Mais dans son regard, quelque chose s'adoucit. Je sais, répondit-il. Frimeur, marmonna-t-elle. Non, c'est juste que tu me plais aussi. Depuis cette nuit-là, dans la ruelle. Kimi le regarda encore une seconde. Puis elle détourna les yeux. Mais elle ne partit pas. Elle resta assise comme avant, côte à côte, presque mais pas tout à fait en contact. Ne te précipite pas, dit-elle enfin. Ce n'était pas un avertissement. C'était une condition qu'elle était prête à accepter. J'ai déjà appris. Takeo ne dormait pas. Il était assis dans la cuisine, une tasse de thé depuis longtemps refroidie à la main. Il pensait à Kawasaki, au fait que si Toda était vraiment impliqué dans l'affaire, c'était là la justice. Le genre de justice qu'il attendait depuis 3 mois et à laquelle il avait presque cessé de croire. Il pensait à Kimi là-haut sur le toit. Avec ce type,
Takeo poussa un soupir. Il avait peur. Il avait toujours eu peur depuis le jour où Kimi était sorti seul dans la rue pour la première fois. Une peur parentale, de celles qui ne disparaissent jamais, on apprend simplement à vivre avec. Il ouvrit la trappe du toit et s'arrêta. Ils étaient assis côte à côte et regardaient la ville. Entre eux, un espace. Mais dans la façon dont ils étaient assis, il y avait quelque chose qui faisait naître dans la poitrine de Takeo un sentiment à la fois chaleureux et poignant. Kimi se retourna. Elle vit son père. Takeo resta debout un instant. Puis il leur fit un signe de tête à tous les deux et referma doucement la trappe. Il redescendit à la cuisine. Il réchauffa le thé. Il s'assit. Derrière la fenêtre, Makoshi resplendissait de mille feux. Et dans cette lueur, il y avait comme une réponse. Il continuerait à observer. Il le ferait toujours. Mais ce soir-là, il s'autorisa à observer un peu moins et à croire un peu plus. L'affaire Toda a pris de l'ampleur. Kimi a témoigné. L'enquête a été rouverte. Elle s'est adressée à la police avec calme, clarté, sans se laisser déstabiliser. Umemiya attendait dehors et se disait elle est tellement forte. Quand elle est sortie, il l'attendait avec 2 tasses de café. Ce café insipide de la cafétéria de la police. Il lui en tendit une. Elle l'a pris. But une gorgée. Fait la grimace. C'est horrible. Je sais. Mais c'est chaud. Il marchait sans but précis, simplement à travers la ville. L'automne était bel et bien là des feuilles jaunes. Un air frais et pur. Comment vas-tu? Bien. Pensa TL. Vraiment bien. Pas un tout va bien de façade. Vraiment bien. Je le vois bien. Près d'une petite place où plusieurs vieux arbres s'accrochaient à leurs dernières feuilles. Kimi s'arrêta. Umemiya. Quoi? Elle s'arrêta et regarda les feuilles jaunes, éclatantes, de celles qui font qu'il est difficile de ne pas y voir autre chose. De retour sur le toit. Je t'ai dit que tu me plaisais. Je m'en souviens. Je n'ai pas l'habitude de dire ce genre de choses. Je sais, mais je l'ai dit. Elle s'est enfin tournée vers lui. Parce que tu es la première personne depuis très longtemps avec qui je n'ai pas besoin de faire semblant. Je n'ai pas besoin de prétendre que je suis forte. Ni que tout va bien. Tu es simplement là. Et ça me suffit. Kimi, dit-il. Quoi? Il fit un pas en avant. Pas vers elle mais à ses côtés. Pour se tenir de la même manière en regardant les feuilles. Épaule contre épaule. Je t'aime. Sans gesticulation. Sans drame. Juste comme un fait qui existait depuis longtemps et qu'il était enfin temps de formuler. Depuis cette nuit-là, dans la ruelle, quand tu m'as regardé comme si je faisais partie du décor. Depuis le moment où tu as dit Kimi et où tu es parti en voiture. À chaque fois que tu dis ce n'est pas la peine et que ça veut dire peut-être. Pause. Je ne me suis pas précipité. Tu m'as dit toi-même. Ne te précipite pas. Mais aujourd'hui, je veux que tu saches. Silence. Les feuilles bruissaient, le vent en souleva une. La fit tournoyer, puis la laissa retomber. Kimi resta silencieux pendant un long moment. Il ne se pressait pas. Je ne suis pas encore prête, dit-elle enfin. Doucement, sincèrement. Je sais. Mais, elle s'arrêta. Exhala. Mais je veux apprendre. Être prête. C'est avec toi que je veux apprendre. Il se tourna vers elle et la regarda. Dans ses yeux, il n'y avait plus de peur. Cette peur qui y habitait depuis des mois s'était atténuée. Elle n'avait pas disparu. Mais elle s'était réduite à une taille avec laquelle on pouvait vivre. Ça suffit, dit-il. Vraiment, vraiment. Elle le regarda encore une seconde. Puis elle fit quelque chose à laquelle il ne s'attendait pas. Elle tendit la main. Juste une paume ouverte. Entre eux, il posa la sienne dessus. Il restait là, ainsi, sans s'étreindre, sans s'embrasser, simplement côte à côte, les mains jointes, sous les feuilles d'automne de Makoshi. Et dans cette simplicité, il y avait tant de choses que les mots auraient été superflus. Quelque part, au-delà des arbres, la ville suivait son rythme. Mais celui-ci semblait s'être légèrement ralenti. Juste assez pour que ces deux personnes comprennent quelque chose avait commencé. Le lendemain matin, Takeo arriva à la salle à 6 heures. Umemiya était déjà là. Ils se saluèrent. Ils enfilèrent leurs gants. Mais avant de commencer, Takeo s'arrêta. J'ai eu des nouvelles d'Akira. À propos d'hier. Et alors? Takeo resta longtemps silencieux. Puis il leva les yeux vers lui. Pour la première fois depuis 3 mois. Je vois qu'elle est vraiment là. Qu'elle ne se cache pas. Qu'elle ne fait pas semblant que tout va bien. Qu'elle est vraiment là. Il regarda Umemiya. Elle est forte, dit-il enfin. Mais elle sait comment se briser. De l'intérieur. D'une manière qui ne se voit pas de l'extérieur. Si jamais tu ne remarques pas quand elle cède, je te montrerai personnellement toutes les failles de ta défense. D'un seul coup. C'est compris. Je ne dis toujours pas oui, poursuivit Takeo. Je dis que je te vois. Et tant que ce que je vois reste ce que j'ai vu jusqu'à présent, nous sommes d'accord. Umemiya acquiesça. Takeo fit claquer ses gants l'un contre l'autre. On commence. Et aujourd'hui, je ne ferai pas de quartier. Tu n'en as jamais fait. Takeo s'interrompit. Au coin de ses yeux, on devinait quelque chose qui, en d'autres circonstances, aurait pu devenir un sourire. Bonne réponse, marmonna-t-il. Puis il prit sa garde. Samedi matin, Kimi animait le groupe des enfants. Mia, cette même fillette aux 2 tresses, se tenait aujourd'hui non pas au fond, mais au premier rang. Elle ne se cachait pas. Umemiya, qui observait depuis l'embrasure de la porte, l'a tout de suite remarqué. Il n'est pas entré. Il est simplement resté là à regarder Kimi se déplacer parmi les enfants. Elle corrige leur posture.
glisse quelques mots à chacun d'entre eux et, après cela, chacun se tient un peu plus droit, un peu plus sûr de lui. Elle est faite pour ça, pensa-t-il. Pas seulement pour se battre, pour enseigner. Après le cours, une fois les enfants partis, Kimi s'approcha de lui, les cheveux tirés en un chignon serré, les mains encore bandées, une petite échymose sur la joue, vestige de la bagarre d'hier avec papa. Tu écoutais aux portes? J'observais. Il y a une différence. Elle leva les yeux au ciel, mais dans son regard, une chaleur. Allons-y, dit-elle. Où ça? Maman a préparé le petit déjeuner. Elle m'a dit de te dire que tu es invité. Umenia haussa un sourcil. Maman a dit ça? Oui, maman a dit ça. Papa est sûrement là aussi. Mais ne t'attends pas à ce qu'il te donne la bouillie à la cuillère. C'est déjà bien qu'ils ne me poursuivent pas avec une fourchette. C'est déjà un progrès. Ils sortirent ensemble. Makoshi les accueillit sous un soleil d'automne, chaud et légèrement doré. Les feuilles des arbres frémissaient sous une légère brise. Kimi marchait à ses côtés, sans le toucher, mais à ses côtés. Exactement comme elle se permettait d'être proche, mais dans son propre espace. Umemia, quoi? Tu as dit que tu étais amoureuse de moi depuis cette nuit-là, dans la ruelle. Je l'ai dit, j'ai pensé à toi aussi, à l'époque. Admis-elle, quand je suis parti en voiture. Je me suis dit il est fort, et calme. C'est rare de trouver les deux à la fois. Et alors? Et rien. Je voulais juste que tu le saches. Umenia sourit ce sourire discret qu'elle avait déjà appris à reconnaître. Merci. Ne me remercie pas. C'est un fait, pas un compliment. Je sais. C'est pour ça que je te remercie. Elle se tourna enfin vers lui. Le soleil se trouvait derrière elle, et dans cette lumière, elle avait le même air que cette nuit-là dans la ruelle mais cette fois, il voyait davantage. Il voyait la fatigue dont elle apprenait à se libérer. Il voyait cette force qui n'a besoin d'aucune confirmation. Il voyait le petit bleu sur sa joue et la détermination dans son regard, celle qui ne naît pas de l'absence de peur, mais du choix d'aller de l'avant malgré elle. Petit à petit, dit-elle. Petit à petit, acquiesça-t-il. Ils se dirigèrent vers la maison où Akira était déjà en train de mettre les assiettes sur la table, tandis que Takeo, assis là avec son café, faisait semblant de lire le journal alors qu'il attendait en réalité. Derrière la fenêtre, Makoshi resplendissait de elle d'un matin d'automne, vivante, éclatante, unique en son genre. Dans la ruelle où tout avait commencé, le calme régnait désormais. Le lampadaire ne clignotait plus, quelqu'un l'avait enfin réparé. Il brillait d'une lumière constante et sereine, éclairant la rue déserte. Mais si les lampadaires pouvaient se souvenir, celui-ci se souviendrait de tout. La nuit où régnait le brouillard. La jeune fille qui n'avait pas besoin d'être sauvée. Le garçon qui est resté malgré tout. Et comment un instant, un nom, un Kimi les a changés tous les deux à jamais. Certaines histoires commencent par une explosion. Celle-ci a commencé par un seul mot dans l'obscurité. Et s'est poursuivie, petit à petit, en toute sincérité, pour de vrai.